Et donc, dans la suite tout à fait logique de ce que vient de nous présenter David Haussmann, on va voir maintenant quels sont les objectifs thérapeutiques du remplissage vasculaire. Et avant de commencer l'intervention, je dois dire que je suis membre du Medical Advisory Board de la société Pulsion. En fait, si on parle... mais je ne peux pas me mettre à genoux pour faire la présentation. Quand on parle de gestion liquidienne, en fait, il y a 3 questions qu'on doit aborder. La première, c'est celle qu'on vient de voir à l'instant avec David Haussmann, c'est de savoir si, oui ou non, il faut donner un remplissage vasculaire. Et il nous a expliqué les tests qui sont disponibles pour décider ou non de faire un remplissage. La deuxième question, et c'est la première qu'on va voir ensemble, c'est est-ce que ce remplissage vasculaire a été efficace? Et là, il y a peut-être le message qui est le plus important que je voudrais faire passer. Ce qui se fait habituellement dans les services, le vôtre comme le mien, c'est que les gens commencent un remplissage vasculaire et puis ensuite ça se termine. Et puis, voilà, c'est tout. Et quand on demande après, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah je ne sais pas trop, je crois que la tension a augmenté. Oui, mais le débit cardiaque, le reste, est-ce que... Et la plupart du temps, on passe beaucoup de temps à tenter de prédire la réponse au remplissage vasculaire, avec les tests qu'a montré David Haussmann, beaucoup moins à évaluer l'efficacité du remplissage vasculaire. Or, quand on donne un antibiotique, il ne vient à l'idée de personne de ne pas surveiller dans les jours qui suivent la température corporelle ou la CRP, par exemple. Il en va de même d'un traitement aussi efficace et aussi dangereux que le remplissage vasculaire. Et donc, comme pour tout traitement, quand on donne un remplissage vasculaire, on doit chercher s'il a été efficace et s'il a entraîné ou non des effets secondaires. Et je vous propose qu'on voit ça ensemble maintenant, en commençant par les critères d'efficacité du débit cardiaque. Si on représente le système cardiovasculaire de façon simple, avec le cœur, les poumons, et puis toutes les circulations régionales vers les organes, le but du cœur, c'est d'apporter du sang vers les tissus périphériques pour mieux les oxygéner. Vous êtes d'accord? Ce que fait simplement le remplissage vasculaire, c'est ce qu'a expliqué David, c'est qu'il augmente finalement le volume dans le système, il augmente la précharge cardiaque, et ça permet, en fonction de la relation de Frank et Starling, comme il nous l'a montré, d'augmenter le débit cardiaque. Ce qui veut dire que, tout simplement, le premier moyen pour juger de l'efficacité du remplissage, une fois qu'on l'a donné, c'est de savoir si le débit cardiaque a augmenté, le débit cardiaque, ou alors la pression artérielle, parce qu'ensuite, cette augmentation du débit se transmet aux artères périphériques. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a 2 questions importantes qui se posent. Est-ce qu'on peut se fier au changement de la simple pression artérielle? Et deuxièmement, si c'est la pression artérielle, quel chiffre de pression artérielle est-ce qu'il faut regarder? Commençons par la première question. En fait, cette question-là, c'est celle-ci, on l'avait abordée dans cette étude avec David et Jean-Louis Teboul. 228 patients qui recevaient un remplissage vasculaire. La question, elle était très simple. C'est une question pratique fondamentale. Chez ces patients, pour savoir si le remplissage a été efficace ou pas, est-ce que je peux faire uniquement avec la simple pression artérielle qui est affichée par le scope, ou est-ce que je dois mesurer directement le débit cardiaque, quel que soit l'outil? Et vous voyez qu'on utilise beaucoup d'outils de mesure du débit cardiaque dans le service, alors pas tous en même temps chez un patient, pour la recherche, mais est-ce que j'ai besoin de ces outils qui sont plus complexes, éventuellement invasifs et plus chers, ou est-ce que je peux faire simplement avec le scope? Et c'est une question pratique importante. Les résultats de cette étude tiennent sur cette diapositive-là. On a mis en relation les changements de la simple pression artérielle, le scope, et les changements du vrai débit cardiaque, du vrai index cardiaque en abscisse. Et on voulait savoir si, le remplissage il est censé augmenter l'index cardiaque, est-ce qu'on pouvait le détecter simplement avec la pression artérielle? Vous voyez qu'il y a une corrélation, mais cette corrélation n'est pas parfaite. Alors, si on s'intéresse
la réponse grossière, oui, on peut l'utiliser, mais quand on regarde dans le détail, c'est pas si bien que ça. Par exemple, il y a des patients chez qui la pression artérielle du scope augmentait de 50%, ça pouvait correspondre à des augmentations de débit cardiaque tout à fait négligeables ou au contraire très importantes. Et donc, on peut dire que lors d'un remplissage, les changements de pression artérielle, pulsée, on va le voir là, suivent grossièrement le débit cardiaque, mais si on veut avoir une estimation très précise des effets du remplissage, à ce moment-là, il faut mesurer directement le débit cardiaque, et ça, c'est sans doute vrai chez les patients les plus complexes, ceux qui ont une défaillance cardiaque, ceux qui ont une atteinte pulmonaire, un SDRA, et c'est pour ça que si on essaye de dégager quelques messages importants, le premier, c'est sans doute que chez les patients les plus graves, une évaluation précise de la réponse au remplissage repose sur une mesure directe du débit cardiaque. On a besoin de quelque chose d'autre que le scope pour savoir si le remplissage a été efficace ou non. Deuxièmement, la deuxième question qu'on se posait, c'est est-ce que, et ça on comprend bien, David Haussmann a bien insisté là-dessus tout à l'heure, le débit cardiaque, il est relié à la pression artérielle, par exemple, mesurée par un cathéter, mais ce n'est pas exactement la même chose physiologiquement. La deuxième question, disais-je, c'est si je regarde la pression artérielle, quel chiffre de pression artérielle est-ce que je dois regarder? Parce qu'en fait, vous savez aussi bien que moi, bien sûr, il n'y a pas un chiffre de pression artérielle, mais en fait, il y en a 4. Il y a la pression artérielle diastolique, la pression artérielle moyenne et la pression artérielle systolique. Et la différence entre systolique et diastolique, on l'appelle la pression artérielle pulsée parce qu'elle correspond au pouls, d'accord, qu'on perçoit en périphérie. Et vous voyez finalement que la systolique, c'est que le résultat de ça. On l'appelle aussi différentiel de tension, si vous avez déjà entendu ça. Tous n'ont pas du tout la même valeur physiologique. De toutes ces valeurs qui s'affichent sur le scope, laquelle est-ce que je dois regarder? Là, il y a un truc qu'il faut absolument comprendre, un message important qui est que dans les deux chiffres qui sont soulignés là, la pression artérielle pulsée, elle est directement reliée au débit cardiaque. Quand le débit monte, la pression artérielle pulsée augmente, systolique moins diastolique. En revanche, la pression artérielle moyenne, pas si bien que ça. Pourquoi? Parce qu'elle est influencée par le tonus sympathique, vous avez appris ça comme moi, qui cherche à maintenir constante la pression artérielle moyenne quand le débit cardiaque descend ou augmente. Le débit cardiaque baisse, tout de suite la machine se met en route pour maintenir normale la pression artérielle moyenne, éviter l'hypotension, ce qui fait qu'il n'y a pas une relation parfaite entre débit et pression artérielle moyenne. Donc on peut dire, le système sympathique s'attend à maintenir une pression normale quand le débit cardiaque diminue pour maintenir la perfusion des organes. En revanche, la pression artérielle pulsée, elle baisse avec le débit cardiaque. Pour donner un exemple ici, si on prend deux patients différents, un gros débit cardiaque important, ça donne une pression artérielle comme celle-ci, par exemple, avec une différentielle tensionnelle qui est à 60, alors que si le débit cardiaque est plus petit, la pression artérielle pulsée, elle baisse, vous voyez qu'elle n'est plus qu'à 30 mm de mercure, alors que la moyenne n'a pas changé, parce qu'elle est régulée. Et donc, le message, enfin vous comprenez tout de suite, là, le message pratique, c'est que pour juger des effets du remplissage vasculaire, ce qu'il faut regarder, c'est la pression artérielle différentielle, c'est la pression artérielle pulsée, parce que la moyenne, elle tend à ne pas changer. Et dans cette étude-là, vous voyez qu'avant-après remplissage, les changements du débit cardiaque, c'est-à-dire en bleu, ils étaient bien suivis par les changements de la pression artérielle pulsée, mais pas, vous voyez, la pente était moins raide par ceux de la pression artérielle moyenne. Et donc le message pratique important, c'est que si vous regardez les chiffres de pression artérielle, on a vu que ce n'est pas parfait, mais si vous le faites, pour juger des effets du remplissage, il faut que vous regardiez le résultat sur la pression pulsée, systolique moins diastolique. Le problème, c'est qu'il faut faire une soustraction, enfin, qui est à la portée de tout le monde, hein, mais il y a aujourd'hui des moniteurs de débit cardiaque, de pression artérielle, qui affichent maintenant automatiquement, qui calculent pour vous automatiquement la pression artérielle pulsée. Donc, si on prend l'exemple d'un cas clinique, d'un patient, par exemple, qui a un état de choc, je donne le remplissage vasculaire. J'ai bien pris soin de noter avant la pression artérielle et le débit cardiaque s'il était mesuré, et de regarder si ça a été efficace, au minimum sur la pression artérielle pulsée, au mieux avec une mesure
directe du débit cardiaque, mais en tout cas, je regarde bien les effets hémodynamiques du remplissage. Donc, pour juger du remplissage, savoir s'il était efficace ou non, pression artérielle, débit cardiaque. Est-ce que c'est la seule chose qu'on doit regarder quand on a donné un remplissage vasculaire à un patient? Je veux dire par là que le but du remplissage vasculaire que l'on donne, c'est d'augmenter, vous êtes d'accord avec moi, le débit de sang vers les organes. C'est pour ça qu'on alimente la pompe cardiaque. Mais en fait, si on fait ça, ce n'est pas pour augmenter juste le débit cardiaque, c'est bien pour augmenter l'apport en oxygène vers les cellules, mis avec des petites billes bleues. C'est ça qui nous importe, c'est d'améliorer l'oxygénation des tissus qui souffrent à cause de l'état de choc. Et donc ça veut dire que le remplissage vasculaire n'a pas pour but d'augmenter que le débit cardiaque, mais bien d'augmenter l'oxygénation des tissus. Donc au lit du patient, comment faire pour savoir si l'oxygénation des tissus a été améliorée par le remplissage vasculaire que je viens de donner? Alors pour ça, on va avoir deux types de moyens. D'abord les moyens cliniques. C'est sûr que si le patient a des signes d'hypoperfusion des tissus, vous savez, c'est les marbrures, ou c'est l'oligurie et l'insuffisance rénale, on doit attendre du remplissage vasculaire que ça réduise les marbrures et l'oligurie. Mais ce n'est pas parfait. D'abord, les marbrures, vous savez bien, on ne les voit pas chez tous les malades. Et puis un patient qui a une insuffisance rénale qui est anurique, du coup, on ne peut pas utiliser la diurèse pour savoir s'il s'améliore ou pas. Mais c'est important quand même d'utiliser ces signes cliniques. On peut utiliser autre chose, et cette autre chose, c'est ce qu'on appelle la saturation veineuse en oxygène. Donc là, on va aborder ensemble des questions physiologiques tout à fait fondamentales qui ne sont pas forcément très très simples à expliquer, mais je vais essayer de le faire simplement quand même. Et c'est sans doute le point le plus difficile qu'il y a à comprendre sur ce sujet-là. Alors, si on revient à un schéma simple, on parle de l'oxygénation des tissus. Vous êtes d'accord que le problème d'un état de choc, c'est que les tissus ne reçoivent pas assez d'oxygène. Si on schématise un vaisseau et une cellule avec sa mitochondrie, l'oxygène, il passe du sang artériel vers la mitochondrie. Ça, vous êtes tous d'accord avec ça. Alors là, il y a quelques définitions importantes, il faut bien comprendre des choses. On appelle le transport artériel en oxygène le débit d'oxygène, en millilitres par minute, qui arrive par le sang artériel. C'est l'apport d'oxygène. Donc c'est le débit d'oxygène qui arrive. La consommation en oxygène, c'est le débit d'oxygène qui est utilisé par la cellule. C'est ce que la cellule va consommer comme oxygène, et donc elle prélève une certaine part du truc artériel, du sang artériel qui arrive. Cette part, le pourcentage, ça s'appelle l'extraction en oxygène. Et la saturation veineuse, celle dont je veux vous parler maintenant, finalement, c'est ce qui reste dans le sang veineux. Le sang artériel arrive, la cellule en prélève une partie pour sa consommation personnelle, et le reste repart dans le sang veineux. Et vous avez appris que globalement, les cellules elles extraient 30% seulement de l'oxygène artériel. Donc ça veut dire que la saturation veineuse, elle est en gros de 65 ou 70%, qui reste dans le sang veineux à la sortie. Ce que je vais vous montrer, c'est que cette saturation veineuse qu'on mesure au lit du patient, dès qu'il y a un cathé central, c'est un truc fondamental pour juger de l'efficacité du remplissage vasculaire. C'est ça la chose la plus complexe à comprendre, mais vous allez voir comment c'est quelque chose d'absolument fondamental. On met en relation, ici, le transport en oxygène, en abscisse, donc c'est l'oxygène qui arrive en débit, et en ordonnée, la consommation en oxygène. La relation se lit de droite à gauche. Imaginons par exemple un patient qui a un choc hémorragique, par exemple. Il y a une hémorragie. Vous êtes d'accord que le débit cardiaque va diminuer. Les cellules, elles vont moins recevoir d'oxygène. Et bien pourtant, elles vont continuer à consommer exactement la même quantité. Ça veut dire qu'elles vont continuer à vivre normalement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles ont prélevé plus que 30% du sang artériel qui leur était apporté. De l'oxygène artériel, qui leur était apporté. Et si le débit cardiaque continue à diminuer, les cellules prélèvent une partie encore plus importante. Ça veut dire que cette saturation veineuse, celle que vous pouvez mesurer, elle baisse à ce moment-là. Les cellules prélèvent une part plus importante. À la sortie, il en reste moins dans le sang veineux, et c'est ça qu'on peut mesurer. Et c'est seulement quand les capacités d'adaptation sont complètement dépassées que cette fois-ci, la cellule ne va plus bien, c'est-à-dire que sa consommation diminue, elle fonctionne moins bien,
Et à ce moment-là, c'est le métabolisme anaérobie qui se met en route. Vous vous rappelez, hein, il n'y a plus d'oxygène. Et ça produit quelque chose de très important comme molécule, qui est le lactate. Et quand on vous demande de mesurer le lactate artériel, c'est pour détecter cette anaérobiose. Alors ce qui est écrit là, en fait, sur cette relation, c'est que la saturation veineuse en oxygène, c'est ce qui permet de juger de l'efficacité du remplissage vasculaire sur l'oxygénation des tissus. Et ça, c'est absolument fondamental parce que tous les patients, c'est ce qu'on avait montré ici dans cette étude il y a quelques années maintenant, tous les patients, même s'ils augmentent leur débit cardiaque, ils n'améliorent pas forcément leur consommation en oxygène. Ici, avec 56% des patients chez qui le remplissage améliorait l'oxygénation. Alors peut-être que ça vaut le coup de regarder mon remplissage. Est-ce qu'il améliore le débit cardiaque? Est-ce que ça entraîne aussi une amélioration de la saturation veineuse en oxygène? Et si on prend un cas clinique simple, hein, pour se représenter ce que c'est dans la pratique, 8 heures du matin, la saturation veineuse elle est basse. Je vous ai dit que la normale c'était 70%. Et ben, lorsque je donne un remplissage vasculaire, quelques minutes plus tard, je vais voir si la saturation veineuse a augmenté. Là, vous voyez que le débit a augmenté, mais l'oxygénation n'a pas encore augmenté. Ça justifie un troisième remplissage, après les critères de prédiction que David Haussmann a décrits. Et là, enfin, ça normalise la saturation veineuse. Comprenez bien ? Le quatrième indice dont on doit se servir pour savoir si le remplissage vasculaire a été efficace ou non, c'est le lactate artériel. Et vous comprenez pourquoi, à cause de la figure qu'on vient de voir ensemble à l'instant. Le lactate artériel est produit par les cellules lorsque elles n'ont plus assez d'oxygène pour fonctionner. C'est un témoin de métabolisme anaérobie. Et donc, si le patient a un taux de lactate qui est élevé, ça veut dire qu'il évolue sur cette portion-là de la courbe, on attend du remplissage qu'il diminue le taux de lactate artériel. 3 points pratiques concernant le lactate. Le premier, c'est que sa signification, hein, c'est un signe d'anaérobiose. Deuxième message pratique, c'est qu'il doit être prélevé sur le sang artériel. Vous savez ça comme moi. On prélève le lactate pas sur le sang veineux, mais sur le sang artériel. Pourquoi? C'est très simple, mais le lactate veineux, par exemple, celui que je prélève au pli du coude, il reflète seulement le métabolisme anaérobie de la main et de l'avant-bras. Si je le prélève au pli de l'aine, c'est la même chose, le métabolisme anaérobie de la jambe. Et donc c'est pour ça qu'on attend que tous les sangs veineux de l'organisme se soient mélangés dans le cœur et qu'on le mesure dans les artères, parce que le lactate artériel, il est le même au niveau de l'artère radiale ou fémorale. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de mesurer le lactate sur le sang artériel. Et puis le troisième message sur le lactate, c'est qu'il y a des variations, et c'est un inconvénient, qui sont lentes. Le taux de lactate, il ne va pas baisser en une demi-heure, parce qu'en fait, c'est le foie et le rein qui le métabolisent. Et ça, c'est un inconvénient. Ça veut dire qu'en pratique, si on reprend notre cas clinique, remplissage vasculaire qui améliore le débit cardiaque, vous voyez, qui fait plus que doubler, mais au début, le lactate, il a du mal à baisser, il va mettre du temps à baisser avant qu'on sache si ce remplissage a bien été efficace sur l'anaérobiose. Il faut vérifier que le remplissage vasculaire entraîne une diminution de la lactatémie. Donc vous voyez que quand on donne un remplissage vasculaire, il ne s'agit pas de tourner le dos. Vraiment, il y a des critères sur lesquels on doit tester l'efficacité du remplissage vasculaire. Et voilà les 4 sans doute plus importants. Pour finir, la question aussi, et c'est la troisième des questions qu'on voyait, c'est de savoir quand il faut arrêter le remplissage vasculaire. Et ça, c'est une question absolument fondamentale parce que David Haussmann nous l'a bien montré. Et c'est un message extrêmement important. Les patients qui ont un choc septique, les patients qui ont un SDRA, plus on les remplit, au total, plus ils meurent. Si un patient au cours de la réanimation reçoit 10 litres de remplissage vasculaire, il a plus de chances de mourir qu'un patient qui a reçu seulement 2 litres. Et donc ça a été montré il y a relativement peu de temps. Et beaucoup d'efforts sont faits aujourd'hui pour tenter de limiter le remplissage vasculaire au maximum. Et pourquoi est-ce que ce remplissage vasculaire excessif,
il est délétère, eh ben, c'est notamment parce qu'il vient aggraver les lésions pulmonaires. Jugeons des effets de l'expansion volémique sur, justement sur les critères, les effets secondaires. Je donne un remplissage vasculaire, le risque évident, c'est qu'il aille aussi remplir les vaisseaux, mais aussi remplir les poumons. Et un malade qui a un SDRA, vous comprenez bien, et donc qui a un œdème pulmonaire inflammatoire, une partie du liquide va être transférée dans les alvéoles, et ça peut qu'aggraver, parfois considérablement, l'état du patient. Donc le risque premier du remplissage vasculaire, c'est d'aggraver l'état pulmonaire, c'est-à-dire d'aggraver l'œdème pulmonaire, c'est-à-dire l'eau qui est située dans les alvéoles et l'interstitium, ce qu'on appelle l'eau pulmonaire. Qu'est-ce que c'est que cette eau pulmonaire? Donc on l'a dit, et je vais insister là-dessus, c'est le volume de liquide qui est dans les alvéoles et l'interstitium. C'est le volume de l'œdème pulmonaire, ce qui n'est pas dans les vaisseaux. Et cette eau pulmonaire, vous comprenez bien que c'est un indice physiologique très important à mesurer, mais pendant longtemps, on n'a pas pu le mesurer au lit du malade. Ce qu'on faisait, la technique de référence, appelle la gravimétrie, c'est que vous prenez les poumons, vous les pesez, vous les faites sécher, et puis vous les repesez. Et la différence entre les deux, ça correspond à l'eau qu'il y avait dedans. Donc chez les patients, c'est plus difficile à utiliser que chez des animaux. Et il y a une technique qui s'est développée désormais pour mesurer cette eau pulmonaire au lit du patient qui permet de répondre à la troisième question. Et cette technique, c'est la thermodilution transpulmonaire. Beaucoup d'entre vous ont utilisé ces systèmes-là, mais on peut résumer les choses. Un cathéter veineux central standard et un cathéter artériel particulier au niveau fémoral, parce qu'il a un thermomètre au bout. Ces appareils, c'est le système EV1000 ou le PICO. En fait, c'est assez simple. Quand on injecte un bolus de sérum physiologique froid, en fait, il vient se dissoudre dans la circulation. Et le thermomètre artériel, celui qui est à l'autre bout du système, lui détecte une baisse de la température du sang. Et c'est l'analyse géométrique complexe mathématique de cette courbe de thermodilution qui permet d'estimer l'eau pulmonaire. Donc quand on injecte un bolus froid avec ces systèmes, tout simplement on a une valeur de l'eau pulmonaire. Donc vous voyez que c'est assez simple à faire. Pendant longtemps, la question a été de savoir si c'était fiable ou pas. Beaucoup d'arguments plaident en faveur de la fiabilité de cette technique. Je vous montre juste comme illustration cette étude qu'on a publiée l'an passé maintenant avec Martin Dress et Jean-Louis Teboul. Et dans cette étude, c'était très simple. Quand on fait un LBA, vous êtes d'accord qu'on laisse une partie du liquide au fond des poumons, qui n'est pas réaspiré. Eh bien, théoriquement, si c'est ça, l'eau pulmonaire, elle devrait augmenter, puisqu'il y a plus d'eau dans les alvéoles. Est-ce que les systèmes, là, par exemple là, le système PICO, sont capables de détecter cette petite augmentation d'eau, parce qu'il n'y en a pas non plus des litres, hein, vous êtes d'accord? Eh bien, c'est ce qu'on montrait, et en effet, cette eau pulmonaire augmentait juste après le lavage broncho-alvéolaire, et puis diminuait ensuite progressivement. Même cette petite augmentation peut être détectée par ce genre de technique. Comment est-ce qu'on fait en pratique pour l'utiliser? Eh bien, vous comprenez bien que c'est un critère d'alerte très important. Imaginons un patient qui reçoive d'abord un premier remplissage vasculaire. L'eau pulmonaire extravasculaire, elle est à 11. La valeur normale, c'est 10. L'état pulmonaire n'est pas trop grave. 30 minutes plus tard, le malade a toujours besoin de remplissage. L'eau pulmonaire, elle a augmenté avec le premier à 13. Ça va encore. Mais un peu après, le malade a encore besoin de remplissage et l'eau pulmonaire est à 20. Donc c'est très important, elle a doublé. L'œdème pulmonaire a considérablement augmenté. Ben là, il est probable que le remplissage vasculaire ait un effet qui soit clairement délétère. Donc pour juger du risque lié au remplissage, c'est sans doute important de regarder l'eau pulmonaire. Et je pense que c'est un message important. Enfin, on peut regarder l'eau pulmonaire ou la perméabilité pulmonaire. En fait, l'œdème pulmonaire, c'est qu'un problème de fuite. Hein. C'est un vaisseau, il y a des trous dans la barrière, et donc il y a de l'eau qui fuit vers les alvéoles. Vous êtes d'accord avec ça? Et bien, ces appareils-là, le PICO et le V1000, permettent aussi de mesurer cette perméabilité, c'est-à-dire ce degré de fuite pulmonaire. Ils mesurent l'eau pulmonaire, ils mesurent aussi le volume qui n'est pas à l'extérieur, mais dans les vaisseaux, et ils calculent, ça s'affiche automatiquement, un indice de perméabilité. On comprend ce que c'est la fuite parce que c'est ce qui est sorti dans les alvéoles au numérateur.
sur ce qui est resté dans les vaisseaux, le rapport entre les deux. Et cet indice-là, il est peut-être même encore plus important que l'eau pulmonaire, parce que lui, il dit la taille des trous à travers lesquels la fuite va se faire. Quel est le risque à venir du remplissage vasculaire? Et nous, c'est par exemple comme ça qu'on l'utilise dans notre service à Bicêtre. On regarde avant le remplissage si la perméabilité elle est normale. Là, la valeur normale, c'est 3. Et dans ce cas-là, si elle est à peu près normale, OK, je peux faire un remplissage vasculaire, ça ne va pas fuir beaucoup. Si la perméabilité est un peu plus élevée, je prends le risque de donner un autre remplissage vasculaire. Et ça va augmenter un peu l'eau pulmonaire. En revanche, si je vois quelques heures plus tard que la perméabilité est très élevée, je suis sûr que mon remplissage va être très délétère. Et dans ce cas-là, je m'abstiens de donner un remplissage vasculaire. Et donc, vous voyez comment ça peut aider à répondre à cette troisième question très importante pour la gestion liquidienne, estimer les effets délétères du remplissage, notamment avec l'eau et la perméabilité pulmonaire. Et donc, on revient exactement en conclusion à ce qu'on disait initialement. Le pire, c'est de ne pas regarder l'effet d'un traitement aussi efficace, mais aussi dangereux que le remplissage vasculaire. Il faut, après le remplissage, regarder ce que ça a fait sur la pression artérielle pulsée, le débit, les signes cliniques comme les marbrures, le lactate, la saturation veineuse et l'eau et la perméabilité.